Bonjour à tous. Aujourd'hui, on commence la saison 2 du podcast Le Plongeoir. Et pour cette deuxième saison, on a décidé de changer un peu la thématique et d'essayer de vous faire des épisodes très concrets. On s'est rendu compte que les auditeurs, en tout cas ceux qui nous écoutent sur ce podcast, adorent l'investissement et surtout adorent l'investissement immobilier. Et du coup, on va essayer de vous faire des épisodes soit sur sur une analyse de l'investissement immobilier dans des régions ou sur certaines expertises. Et aujourd'hui, je reçois un invité qui connaît une ville et une zone d'investissement qui intéresse beaucoup de gens et qui a beaucoup intéressé par le passé en termes d'investissement. C'est Marseille. Et il va nous en parler. Il le connaît comme sa poche. Il va nous en parler, il va essayer de donner des détails, on va essayer d'en savoir plus sur cette ville, comment y investir, quelles erreurs ne pas faire, quelles sont les perspectives, etc., etc. Donc Florian, bonjour. Bonjour Bassel. Alors avant de commencer, parce que tout le monde ne te connaît pas forcément, évidemment, je vais te demander un peu de te présenter, de nous dire un peu ton expérience, d'où tu viens et comment tu en es venu à l'investissement locatif et notamment dans la zone de Marseille. Eh ben, écoute, j'ai un parcours assez classique, c'est-à-dire que j'ai fait une école de commerce et je ne savais pas trop quoi faire à la fin de l'école de commerce. J'ai pris spécialité business international pour pouvoir me spécialiser en rien. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'au gré des stages, j'ai rencontré Florent Vaudelin, qui était le fondateur de MyExpat et qui cherchait une personne pour démarrer dans l'investissement locatif clé en main. C'était l'investissement chez les expatriés qui veulent investir en France. C'est ça, en fait c'était une niche. Moi je travaillais dans un journal pour les Français non résidents. Et lui avait ses bureaux dans les mêmes locaux. Et c'est comme ça qu'en est venu que j'ai mis un premier pied. Oui, donc tu n'avais pas d'expérience dans l'investissement immobilier à cette époque-là? Non, j'avais mis un pied dans l'investissement dans le sens où j'avais eu un appartement à Paris, un appartement familial dans lequel il n'y avait rien qui avait été fait depuis 20 ans. Donc on a rénové cet appartement et je l'ai mis sur Airbnb à Paris. C'était les prémices du Airbnb. Il y avait, de mémoire, il y avait moins de 10 000 annonces d'appartements disponibles sur Airbnb à Paris. Donc c'était vraiment les prémices. Et c'est comme ça que j'ai mis un premier pied dans l'immobilier à travers la rénovation d'un appartement et comment l'exploiter et comment faire un petit peu de profit avec cet appartement-là, parce que j'étais jeune, j'étais stagiaire, il n'y avait pas beaucoup d'argent, donc voilà, on essayait de se débrouiller un petit peu. C'est déjà tôt pour commencer, quoi. C'est ça. Et avec un copain, on a vu que ça a fonctionné, et puis on a essayé de multiplier un petit peu les expériences comme ça. On a pris 1-2 appartements. Et on faisait un petit peu de la sous-location pendant que les copains partaient, on le mettait sur Airbnb, on s'organisait comme ça avec tous les copains, tout le réseau qu'on avait qui était à Paris, tout le monde avec son petit studio ou En plus, à cette époque-là, à Paris, c'était l'Eldorado, Airbnb. C'est ça. Il n'y avait pas énormément de concurrence, il y avait très peu de Airbnb, il n'y avait pas de législation à cette époque-là. Je te parle de ça, c'était époque 2012-2013. Ouais. Donc c'était voilà, comme ça que les prémices de l'immobilier sont arrivées. Et après, je n'étais pas du tout destiné à travailler dans l'immobilier. Et c'est vraiment l'expérience, le projet qui a fait que je me suis mis dans l'immobilier parce que le projet était séduisant, il y avait tout à construire. Moi, j'étais le premier salarié. Il y avait eu 2-3 transactions qui avaient été faites avant que j'arrive. Et donc, il y avait vraiment toute l'offre de services à construire sur une niche qui était les Français qui vivaient à l'étranger. Donc c'était hyper enrichissant. Et en gros, en 5 ans, on est passé de quelques transactions à on faisait plusieurs projets par mois avec 3 villes d'ouvert, donc Paris, Lyon et Bordeaux. Ok. Et donc on a vu l'explosion de Bordeaux sur cette période-là. Et donc tu travaillais sur les investissements à Bordeaux à cette époque-là? Exactement.
En fait, moi, je suis monté un petit peu avec la société, c'est-à-dire qu'au début, on faisait un petit peu tout. Je faisais le marketing, j'allais chasser les appartements, je faisais le commercial, on faisait l'acquisition de prospects. Ouais. Donc, j'ai touché un petit peu à tout. Après, j'ai fait beaucoup d'opérationnels également. Donc, j'allais sur le terrain, je chassais à Paris et en proche banlieue. Donc j'ai vraiment arpenté les rues de Paris pendant 2 ans et demi avec mon petit scooter pour dénicher des appartements, dénicher des projets sympas et comment ça s'appelle. Et ensuite suivre les travaux, etc. Donc c'est vraiment là où j'ai appris le métier de l'immobilier, j'ai appris à dénicher des appartements, comment créer de la valeur dans les appartements. C'est là où vraiment je me suis développé. Ok, et donc cette époque-là, tu étais à Paris? À Paris, ouais. Et donc depuis Et ensuite, une fois que l'expérience MyExpat s'est arrêtée, on a voulu descendre dans le sud de la France pour des raisons aussi personnelles. J'ai eu une petite fille, donc j'ai voulu me rapprocher un petit peu de la famille. Et ben, ça n'a pas pu se faire avec MyExpat, mais on a quand même continué le projet de descendre dans le sud de la France. Et c'est là où j'ai démarré l'expérience chez Bivouac en tant que city manager pendant 2 ans. Et là, donc, c'était une ouverture de ville, partir d'une feuille blanche. Et là, bah, pareil, on est reparti de zéro. J'ai sollicité. C'était pour ouvrir Marseille, c'est ça? Ouvrir Marseille, ouais, la ville de Marseille. Donc j'ai sollicité un petit peu le réseau local sur place pour m'ouvrir un petit peu les portes de Marseille. Et puis bah, c'était hyper chouette. Mais, tu ne connaissais pas la ville avant d'arriver? Je connaissais un petit peu la ville, mais oui, c'est vrai que tu étais quand même originaire j'ai fait 2 ans d'études à Aix-en-Provence, donc je connaissais la ville, mais j'y avais jamais vécu, donc je n'étais pas expert de la ville. Et ça, c'était en quelle année à peu près? Donc ça, c'est en 2020. 2020. Voilà, ouverture de la ville en août 2020, donc investissement, premier pas dans l'investissement immobilier en 2014. Donc là, il y avait vraiment 0 acteur. Il y avait très très peu d'acteurs sur l'investissement locatif clé en main. Donc tu es arrivé à Marseille. Ouais. Et tu as développé l'activité. Et ensuite, donc tu m'as raconté que tu t'es mis à ton compte. Non, ben, du coup, je suis arrivé à Marseille effectivement en 2020 avec l'objectif d'ouvrir la ville, de développer la ville. Donc ça, c'était un super challenge. Bon, après, ça m'a fait un petit peu bizarre quand je suis arrivé de Paris avec les prix immobiliers à Marseille. C'était, voilà, oui, parce que tu me racontais ça juste avant. Tu es arrivé et tu m'as dit c'était comment dire, c'était l'Eldorado. C'est ça. Est-ce que tu peux raconter un peu? Bah, les prix étaient. J'avais mon prisme en étant depuis 5 ans sur le marché à Paris, mais on avait également ouvert Lyon et Bordeaux, et on avait vu. Qui sont très chers, qui Exactement. sont devenus chers, très très chers. Mais voilà, Lyon, on a fait. En 2 ans ou 3 ans. C'est ça. Et on a fait les premiers projets à Lyon en 2015. Donc on est arrivé aussi à Lyon où le prix au mètre carré était dans les environs des 4 000 €. Et on a vu l'explosion de Lyon où c'est monté dans l'hypercentre jusqu'à 6 000 à 7 000 €. Et il s'est produit la même chose sur Bordeaux avec des prix qui ont explosé pour différentes raisons. Bordeaux, ça a été l'effet accélérateur de la LGV. Donc voilà. Et en fait, quand j'arrive à Marseille, donc on arrive sur l'après-Covid, et en fait, ce qui se passe, c'est que y a effectivement beaucoup de familles pendant le Covid qui n'ont pas pu partir à l'étranger puisque les frontières étaient fermées, on ne pouvait pas prendre l'avion, etc. Et du coup, ils sont descendus à Marseille, ils ont vu que c'était sympa et que les prix de l'immobilier étaient très attractifs. Très attractifs. Et donc, il y a eu un afflux d'investissements multiplié à un développement également de tout l'écosystème lié aux clés en main. Des exemples, c'était quoi? On pouvait trouver à moins de 100 000 € des studios qui se louaient quoi Non, c'était vraiment moi je pouvais voir des studios dans l'hypercentre entre 50 et 70 000 €. Oui, voilà. Donc c'était la grande époque. C'est comme moi aussi à Angers, je me souviens, on était dans les 50 000 € et ça se louait 300-400 €.
Donc c'est à peu près ça. Sauf que Marseille, c'est la deuxième plus grande ville de France, C'est ça. mine de rien. Et c'est ce que je disais, moi, il y a très longtemps, je disais, mais c'est pas possible. Il faut forcément aller investir à Marseille. Parce qu'on ne peut pas être la deuxième ville de France, être à 3 000 euros du mètre carré, voire moins, enfin 3 000 peut-être. Bah, en 2020, époque-là, quand je suis arrivé, on était un petit peu en dessous de la barre en des dessous de 3 000, des quoi. 3 000 Donc euros. là où on était à 5 à Lyon et C'est à ça. Bordeaux, 4, entre 4 et 5, on va dire. Et c'est une ville, mais énorme, quoi. Et donc voilà. Et c'est ça. Et en fait, il y avait déjà le TGV, donc on était Oui. déjà à 3 heures Oui. de Paris. Donc structurellement, la ville était prête à accueillir. Mm. Et donc je ne sais pas pourquoi il y a eu il y avait un décalage comme ça, un petit peu une anomalie de marché sur Marseille. Sur Marseille, ouais. Bah, c'est la réputation, je pense. Il y a tout ce qui joue de la réputation Oui. de cette ville, de la propreté, de l'insécurité un peu véhiculée par les médias, même si la réalité est un peu différente. Je pense que c'est ça aussi. Alors, Oui. on ne saura jamais, mais voilà. On ne saura jamais. Et je pense qu'il y a aussi le fait que les sociétés d'investissement clé en main Ouais. en ont fait aussi un pôle fort parce Oui. que ça a fonctionné. Ce qui était normal. Voilà. Ouais. Et en fait, quand tu as les 3 acteurs, 4 acteurs nationaux qui sont sur la ville, qui arrivent en même temps sur le marché, avec en plus un contexte de marché favorable, parce que là, tu avais des taux à 1%, des financements qui pouvaient aller jusqu'à 110%, etc. Et en fait, un parc immobilier où le foncier est très bas, et tu arrives, il y a tout à faire. Et donc, du coup, ça a explosé. Et puis, on en rediscutera, mais ça a créé également des petites anomalies de marché à certains moments. Ouais. Et du coup, si on se projette à maintenant, et le contexte actuel de l'investissement, de l'immobilier en général, mais encore plus de l'investissement locatif, qui est encore, je pense, plus touché que la résidence principale, comment tu vois cet impact et comment tu as vu l'évolution aussi à Marseille, au niveau des prix, au niveau des opportunités qu'on peut y trouver? Quel est ton ressenti? Bah, les prix ont fortement augmenté dans l'hypercentre de Marseille. Donc, en fait, Marseille, il y a vraiment, pour moi, il y a les quartiers nord et l'hypercentre entre le 1er et le 7e, 8e arrondissement. Et aujourd'hui, la plupart des investissements se concentrent sur les quartiers sud de Marseille. Et là, c'est là où on a vu une évolution des prix qui a été vraiment fulgurante. C'est-à-dire que je pense qu'en l'espace de 5 ans, Marseille a pris quasiment 30%. On est passé, on disait un peu moins de 3 000 et aujourd'hui on peut atteindre les 6 voire plus dans les super quartiers. C'est ça, c'est ça. Les prix moyens, par exemple, dans le 7e arrondissement, qui est l'arrondissement un peu privilégié des familles. Aisées. Oui, plutôt aisées, parce qu'en fait, il y a une proximité avec le Vieux-Port, c'est bien desservi par les transports, il y a plein de petits commerces de bouche aux environnements, il y a des écoles et une offre de crèche qui est conséquente. Il y a ce côté aussi un peu esprit village où ils peuvent tout faire à vélo, il y a une proximité avec la plage, donc non, c'est un quartier qui regorge d'opportunités. Mais du coup, est-ce que ça marche encore? C'est-à-dire que, est-ce qu'il est encore intéressant d'investir à Marseille? Et du coup, comment? Parce que comment tu t'adaptes aujourd'hui? Tu as un client qui vient te voir, il dit Florian, vas-y, explique-moi, enfin, je veux investir. Où est-ce que je dois acheter? Comment? Là où on avait du 10%, allez, 10% brut quand c'était à 3 000 euros, maintenant, c'est quand même un peu plus compliqué. Et du coup, comment tu t'y prends? Comment tu fais encore des bonnes affaires? Comment on fait encore des bonnes affaires aujourd'hui à Marseille? Comment on fait des bonnes affaires aujourd'hui à Marseille? Moi, je pense qu'il faut créer de la valeur. Pour moi, c'est le premier point, c'est-à-dire qu'il faut identifier des usages, des secteurs où il y a encore un potentiel de développement, où on peut créer de la valeur. Par exemple Par exemple, là, nous, on est en train de travailler sur une offre pour par exemple, les populations de jeunes médecins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une offre sur le marché meublé, classique, LMNP, et tu as une offre en courte durée. Et tu n'as pas cette offre un petit peu intermédiaire
ou par exemple, tu as un interne en médecine qui a une opportunité de faire un stage Donc c'est de la de mobilité, 2 mois. c'est ça? Oui, c'est ça. Mobilité professionnelle, quoi. Mobilité professionnelle, il arrive à Marseille pour un stage de 2 mois, 3 mois, 6 mois. Comment il fait pour se loger? Voilà, Donc c'est la location meublée, c'est de la location meublée, mais du coup, longue durée. Ouais. longue durée. Donc Mhm. là, l'idée, pareil, ça demande un petit peu plus d'organisation parce qu'il faut mettre le compteur à son nom, il faut prendre une box, il faut installer un Oui. petit peu les meubles, etc. Là, nous, ce qu'on essaye de proposer sur ces appartements-là, c'est des appartements qui soient équipés comme du Airbnb, tout fonctionnel, et qu'on puisse mettre sur le marché un tout petit peu plus cher qu'un appartement meublé Mhm. En classique, location. mais sur lequel on puisse louer pendant 2, 3 mois et proposer une offre avec des partenaires, agences ou conciergeries pour accompagner les clients. Ok, donc Et ça c'est de chercher un peu une stratégie un peu spécifique à exactement. certains endroits parce qu'il faut que Voilà. l'école de Et médecine donc là, soit à côté, l'idée, ça. c'est de La cibler fac. par exemple le 5e arrondissement Mm. parce qu'on est proche de la gare, parce que la Timone, il y a la fac à l'intérieur Ouais. de l'hôpital de la Timone. Ouais. Oui. Il y a également la possibilité sur les saisons creuses de louer aux familles, aux proches qui viennent voir les gens qui sont hospitalisés. Ils ont besoin de se loger. Ouais. Quand on vient voir les gens, on vient voir les gens. Mais du coup, pour la gestion de alors, si on prend cet exemple-là, hein, qui est très précis, parce Oui. que évidemment, on va en parler, mais il y a aussi la location courte durée, il y a la location classique, on va y revenir, mais sur cet exemple que tu viens de citer, qui est intéressant, parce que c'est une approche très, très stratégique et ciblée, parce que tu sais que dans ce coin-là, il y a ce que tu viens de dire. Comment ça se gère d'un point de vue gestion, du coup? Est-ce qu'il faut passer par un pro? Est-ce qu'on peut le faire soi-même? Parce que là, Ah du non, coup, c'est compliqué. le faire soi-même, si on vit à Marseille, oui, c'est possible, mais Sinon, bon, on fait gérer. c'est les mêmes problématiques que tu as quand Mais il y a tu des fais de boîtes la qui savent faire ça, ce location. que tu dis, c'est-à-dire switcher entre le médecin, les patients, etc. Bah là, effectivement, on est en train de travailler Ok. pour créer un accompagnement sur une gestion locative Pour ce type de voilà, produit, ouais. Ok. avec des partenaires. Donc l'idée, c'est que moi, je sois en amont du projet, c'est-à-dire qu'on ait cet objectif avec le client, on le brief sur quelle stratégie d'exploitation on va avoir Mhm. sur le bien. Et ensuite, une fois qu'on est d'accord avec le cahier des charges, eh ben, moi, je vais justement trouver des appartements qui peuvent correspondre à Ok. Ok, à ce ok. sujet-là. Et ensuite, l'idée, c'est que derrière, vu que moi, je ne fais pas de gestion locative, je suis vraiment spécialiste de la transaction, Mhm. il y a un partenaire qui prenne la suite et qui ait une fluidité Et ensuite. là, typiquement, sur cet exemple-là, on parle de quoi concrètement? C'est quoi? C'est un studio, un 2 pièces? Ouais, un petit 2 pièces, par exemple, 35 mètres On est à quel carrés. prix? On va être sur un prix, on va privilégier des appartements à À rénover. rénover, ouais. Parce que voilà, ça permet d'acheter le foncier moins cher. Mhm. Ensuite, ça permet également d'amortir Défiscaliser. voilà, Mhm. une partie des travaux, etc. Donc, on cherche un T2, trentaine de mètres carrés, entre 30 et 40 mètres Donc on est à carrés. quoi? 150 000, quelque chose comme ça? Non, à rénover, on va plutôt être Ah, moins cher. Ouais, entre bah, c'est pas mal. 100 et 120. C'est pas mal, ok. Voilà. Donc à rénover, on va dire une fourchette de travaux. Une fourchette de travaux autour des 40 000 euros. On est à peu près Ouais. à 1 200 euros le Ok, mètre donc on carré. arrive à 150, 160. Oui, mais je te parle d'une rénovation globale. Hein. Ouais. On change Oui, les grosse huisseries, rénovation. voilà, Ouais. Adapté au meublé, etc. adapté au meublé. On monte en énergie Ouais. de performance énergétique pour être sur. Voilà. Même si là, je ne sais pas si tu as vu, avec la nouvelle loi, Oui, ça va tu quand gagnes même. une note Ouais, sur tu les gagnes petites une note, surfaces. c'est Sur ça. 30 mètres carrés, tu vas gagner une Moins note. de 40 mètres carrés. Donc du coup, Ouais. on est pile poil dans la Après, cible. j'ai essayé l'outil, mais il marche pas pour l'instant. Mais oui. Ah bon? Ouais, j'ai essayé Ils ont mis en ligne un outil où tu mets ton Je DPE. l'ai fait moi sur mon Moi, ça n'a pas studio à marché. Marseille. Mais ça doit dépendre de la ville. J'ai, Moi, ça n'a pas marché. Mais oui, on gagne une note à peu près Ouais, sur c'est les ça. petites surfaces. Ouais. Ok. Et ensuite, ça se loue à peu près combien, ce genre Et d'opération? ça, donc aujourd'hui, donc pour finir juste sur les chiffres, Ouais. donc 100-120 000 euros l'appartement, à peu près une enveloppe de 40 000 euros pour la partie travaux, Ouais. on va dire 5-6 000 euros pour la partie ameublement, et après 2-3 000 euros de frais bancaires, les frais de notaire et les honoraires d'accompagnement. Donc ça te fait une enveloppe globale sur l'appartement qui va être autour des 180-200 000 euros. Ok. Ok. Et ensuite, donc ça, c'est un appartement que tu vas pouvoir louer en LMNP autour de 700, 750 euros, voire 800 euros si vraiment
tu apportes un certain cachet, tu vas vraiment loin dans les équipements, etc. Et là, pour un usage comme ça, on va pouvoir monter à 900, 950. Donc ça fait quand même un petit booster et ça permet également de pouvoir faire un petit peu d'ouvrir certaines plages pour également faire un petit peu de location saisonnière et booster la rentabilité comme ça. Ok. Voilà. C'est un bon exemple. C'est des stratégies d'exploitation qui permettent de booster. C'est un peu différente. Voilà. Mais là, l'objectif aujourd'hui, très clairement, Bassel, là ce que je te donne, c'est des petits twists pour booster. Mais ce qu'il y a de plus classique, on va dire, c'est quoi finalement l'investissement un peu plus classique à Marseille? C'est le T2 et le T3, c'est ce qui est le plus recherché. Parce que même pas les studios ou... Non, les studios, c'est trop un peu petit. plus. Ouais. Trop petit pour Marseille, c'est ça. Parce que quand on pense Paris, par exemple, on se dit un studio. Tu me diras, Bordeaux, c'est aussi comme ça. Hein. Studio, il n'y en a pas tant que ça. Pas des tout petits. Okay. Pas des petits. Il y a des studios, évidemment, mais pas des tout petits studios. Donc, 2 pièces, T3, en quoi meublé longue durée, courte durée. Meublé longue durée, c'est le. Parce que, en gros, le T2, ça peut convenir à un jeune étudiant et un jeune actif. Ça peut convenir à un couple. Et le T3, tu peux rajouter également la même population, parce qu'il y en a qui peuvent avoir du télétravail, qui ont besoin d'une pièce pour travailler, un bureau, ou qui ont un enfant en bas âge. Et en plus de ça, avec le schéma de société, où tu as de plus en plus de familles recomposées, eh ben, tu as des parents célibataires qui ont besoin d'avoir 2 chambres, parce qu'ils ont l'enfant une semaine sur 2, etc. Et en location courte durée, un 2 pièces où il y a 4 couchages, ça marche à Marseille? Ça se fait? Oui, bien sûr. C'est très ça se loue combien toute l'année ou... Alors, tu as une forte saisonnalité. Ouais. Donc vraiment les mois bords forts, de mer, quoi. Ça va être par exemple le mois de mai, c'est un mois très fort parce que tu as énormément de ponts et c'est généralement là où les prix sont très élevés, le mois de septembre également, parce que tu es dans ces intersaisons où le climat est super agréable et du coup il y a beaucoup c'est les mois les plus forts en termes de fréquentation sur le Airbnb. Mais quoi, tu es entre avril et septembre, octobre? C'est ça, et fin septembre. Et là, tu peux être aux alentours sur un T2, tu peux monter jusqu'à 150 € la nuit. Ok. Et comment ça se passe du coup, côté, justement pour la location touristique à Marseille, comment ça se passe niveau réglementation? Écoute, c'est un peu... La loi aujourd'hui, c'est... toi, demain, tu veux investir à Marseille, tu as le droit qu'à un seul appartement en nom propre. À partir du 2e appartement, tu as le système de compensation comme à Paris. Tu as le droit quand même au premier sans compensation? Voilà. Ah, je ne savais pas, ok. Donc Paris, c'est dès le premier, hein, c'est pour ça. C'est ça. Okay. Sauf si tu le prends en société. En société, en SCI, tu es obligé d'avoir une compensation. Dès le premier, en Marseille. Voilà. Ok. Donc même système, alors j'explique rapidement, donc même système qu'à Paris, Bordeaux et d'autres villes, hein, Biarritz, etc. C'est que si tu achètes un local d'habitation pour le louer en touristique, donc Airbnb, etc., tu enlèves quelque part un habitat pour un habitant longue durée. C'est ça, exactement. Et du coup, tu dois compenser, donc acheter un autre bien qui n'est pas un bien à usage d'habitation et que tu transformes, donc un bureau, local commercial, etc., et que tu transformes en habitation longue durée. Tu es obligé, et dans la même zone, a priori. Hein, exactement. Tu as une contrainte géographique qui généralement rassemble 3 arrondissements. Oui, donc c'est très lourd. Hein, c'est comme Marseille, comme Paris, Bordeaux, Lyon. Surtout aussi. Donc c'est très lourd, donc la même réglementation complexe. Mais bon, l'avantage, c'est que le premier, tu n'y as pas. Donc ça, c'est pas mal pour Marseille. C'est ça. C'est pas mal. Donc voilà. Et tu me disais quelle sera l'évolution de la loi. Bon, aujourd'hui, j'ai pas de boule de cristal, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il va rien se passer jusqu'au JO, puisque là, il y a un afflux de population qui va arriver. Il faut bien loger les gens. Voilà, ça commence à avoir beaucoup de. Enfin, c'est un sujet qui est quand même récurrent. Ils attendent 15 millions de touristes sur une période de 3 semaines. Ouais, j'ai vu, donc c'est des épreuves de football et de voile à Marseille. C'est ça. Du coup, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui sont préparés à la location, là, saisonnière. Bah oui, là, c'est un peu la chimère des JO. Avec des surcoûts. Voilà, les gens, il y a des fois des discours qui sont assez inaudibles, dans le sens où les gens, ils vendent
dans un prix qui est déconnecté du marché en disant bah, regardez, les dans JO. 6 mois, vous Ouais, avez les non. JO. C'est exceptionnel. Voilà, et puis c'est 3 semaines, tu ne bases pas une stratégie Sur 20 d'investissement ans. de 20 ans sur Sur 3 3 semaines. semaines. Non, Sachant qu'avec les délais, on est même. Aujourd'hui, tu n'es même pas sûr que l'appartement il soit prêt pour. Mais du pour coup, début je me demande, juin. alors, est-ce qu'il est, parce que je réinsiste, parce que moi, si je voulais investir à Marseille, hein, pour te dire, je regarderais pour acheter un studio, un 2 pièces pas trop cher. Si on veut faire quelque chose de classique, on va dire de la location longue durée étudiante, sachant qu'il y a des gros campus, une grosse fac, il y a tout ce qu'il faut à Marseille. Je veux louer un étudiant, moi c'est ce que je fais habituellement, donc, parce que j'aime bien, parce que c'est moins Ok. risqué, parce que c'est simple, c'est une stratégie classique. LMNP, donc location meublée non professionnelle, longue durée, étudiant. Donc voilà. Si je veux acheter à Marseille ça et que je veux que ce soit à peu près rentable, donc pas payer trop cher et avoir un loyer convenable, bien sûr rénover au top, évidemment pour être meilleur que les autres. Est-ce qu'il y a des quartiers, pas forcément les quartiers chers, donc les quartiers nord, etc. Est-ce que ça marche? Est-ce que toi t'en fais? Non. Pourquoi? Moi, j'en fais pas parce que déjà, c'est pas du tout les demandes qu'on avait Ah ouais? à la base sur les 2 ans que j'ai fait. Ah oui, parce que toi, ton expérience, c'est que tu as une certaine catégorie de clients aussi. Exactement. Donc, en fait, moi, j'ai ouvert la ville et en 2 ans, j'ai fait à peu près 45 projets sur Marseille. Ouais. Et donc, on avait une classification où c'était soit tu étais en stratégie patrimoniale, donc là, effort d'épargne, hypercentre, Donc là, etc. ça te coûte tous les mois, Donc voilà. mais tu t'achètes un super quartier et tu espères Exactement. revendre Tu es dans beaucoup une plus cher. valeur sûre, tu sais que tu auras En tout le termes temps de de la plus-value. demande sur ce type de quartier, Ok. tu sais que tu vas pouvoir Ça, louer c'est, un on va peu dire, plus c'est les cher. gens qui ont le potentiel financier de pouvoir le faire. Soit ça, soit des gens qui sont un petit peu frileux par rapport au risque Ouais. et qui veulent sécuriser un investissement immobilier. Et là, ils se disent soit ils mettent un petit peu d'apport, soit effectivement ils savent qu'ils auront un effort d'épargne mensuel. Et c'est-à-dire que dans leur calcul de reste à vivre, ils l'intègrent et pour eux, ça leur va bien. Ok. Deuxième étape, donc ça, on avait à peu près 20% des demandes qui étaient là-dessus. Deuxième étape, enfin deuxième classification, c'était la stratégie à peu près équilibrée. Où là, tu pars du principe que tu prends un petit peu plus de risques, mais tu restes dans des bons quartiers et avec un petit peu d'apport, minimum 10%, tu arrives à un équilibre financier. Alors tu dis, quel type de quartier là, par exemple? Pour être un Par peu exemple, précis. ça peut être le 5e arrondissement Ouais. qui était très demandé, enfin qui était intéressant. Maintenant, ça a quand même, les prix ont vraiment explosé là-bas, donc Ouais. il faut cibler, mais ça reste un super quartier très intéressant pour investir. Le haut du premier, tout le quartier Longchamp également, c'est hyper demandé. Le 6e, moi, je travaille, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup de projets sur le quartier de la Joliette, parce que c'est un quartier qui était pas très cher et sur lequel, au final, très demandé. Mais je réitère ma question. Par contre, c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a des coûts à faire d'un point de vue achat plus risqué, dans des quartiers beaucoup plus, beaucoup plus compliqués, mais qui potentiellement, dans 10-20 ans, mais ça sera sûrement beaucoup plus long, vont s'améliorer quand même. Oui, oui, oui. Mais en fait, il faut comprendre que Marseille, il y a une spécificité, c'est que localement, d'un arrondissement à l'autre, dans un même arrondissement déjà, il y a au moins 5, 6, 7 quartiers différents. Et dans ce quartier-là, même d'une rue à l'autre, ça peut être très disparate. Et le prix du foncier peut changer, l'état de la copropriété, il peut y avoir une série d'immeubles en péril. Donc en fait, moi je me suis concentré sur peu d'arrondissements, mais l'idée c'était de les maîtriser parfaitement. Et c'était également, donc pour en revenir, c'est là où tu avais 80% de la demande, où les gens veulent effectivement des appartements avec des montages financiers équilibrés, où tu mets un petit peu d'apport, tu vas au maximum de ce que tu peux faire sur du meublé en LMNP, et ça te permet d'avoir un équilibre financier. Et là, tu es sur des rendements qui va être entre 6 et 8%. Ok, brut. Brut, ouais. Sur les zones, tu as parlé, donc les zones un peu plus, on va dire un peu plus donc, chères. 2e arrondissement, la Joliette, le 5e arrondissement, le 6e, le 7e. Le 7e, c'est un peu plus compliqué. On est quand même beaucoup plus dans une approche patrimoniale. Et là, on va être autour de 5-6%. Ouais, et au niveau de la demande un peu locative,
y a beaucoup de demandes quand on met un appartement aujourd'hui à louer sur Marseille. Ça se loue Ouais, rapidement. il y a énormément Comment de ça se demandes. passe? Ouais, un Il y a peu comme énormément de demandes. À partir du moment où effectivement l'appartement correspond aux usages, ça veut dire il est bien marketé dans le bon quartier, ça part très très rapidement Ok. sur des loyers qui sont relativement élevés, hein. Ok, donc là-dessus, il n'y a pas de, y a pas de Voilà. souci, quoi. Donc le studio, tu vas le louer à peu près, pour te donner un ordre d'idée, entre 500 et 600 euros. Le T2, tu vas le louer entre 650 et 750 euros. Et le T3, tu peux le louer jusqu'à 1000 euros par mois. Ok. Est-ce que tu as acheté à Marseille, toi? Ouais, j'ai acheté un petit studio à Marseille, quartier Vauban, Ouais. juste au pied de la Bonne Mer. Ouais. Et voilà, j'ai eu un coup de cœur pour le quartier, pour la vue. Tu tournes la tête, tu es au pied de la Bonne Mer. Donc Donc là, tu le loues en longue durée Là, en- je l'ai loué en longue durée pendant 2 ans Ouais. à des étudiants. Et là, on réfléchit justement à tester le modèle de la location au mois pour des étudiants qui sont de passage au mois aussi. Les étudiants en médecine, tu veux dire? Ouais, exactement. Ok. Ou, enfin, je te prenais l'exemple de la médecine, mais ça peut C'est être intéressant, ça. Hein. voilà, quelqu'un, tout à l'heure, on parlait de quelqu'un qui est en études supérieures, qui a un stage de 3 mois à faire Oui. ou 4 mois. Bah, Mais tu t'en sors, ça, au niveau gestion? C'est pas un peu compliqué? Parce qu'au bout de 3 mois, il faut retrouver quelqu'un. il faut retrouver quelqu'un. Mais par exemple, là, sur cette période-là, ça va me permettre de faire 3 mois où ce n'est pas forcément les meilleurs mois sur de la courte durée. Derrière, Oui, de tu pouvoir le t'alternes. rebasculer. Mhm. Voilà. Après, je ne te dis pas que c'est une solution miracle. Et puis, moi, je suis sur place, etc. Et on est en train de mettre en place Mhm. toute la gestion. Mais c'est des exemples pour Mhm. booster de la rentabilité. Mhm. Mais 80% du temps, c'est soit on le met en location meublée classique dans une agence, soit on le met dans une En conciergerie courte et ils durée. font de Mhm. voilà, la courte durée. La conciergerie, c'est à peu près 20% d'honoraires pour la gestion de tout l'appartement au quotidien, création d'annonces, Ouais. etc. Et comment s'appelle, la La longue location durée. meublée classique, c'est à peu près 5%. Oui. C'est Si on fait gérer. Ouais. Et en fait, ce qui est bien à Marseille, de mon point de vue, c'est que c'est vrai que c'est une ville qui se prête à tout. Parce qu'en fait, tu es en bord de mer, donc tu peux faire de la location courte durée à la haute saison, enfin la saison, la belle saison. Et ensuite, c'est une grande ville où il y a de l'activité, où il y a du travail, où il y a beaucoup de facs et d'étudiants. Donc au final, ça s'y prête assez bien à ce que tu dis, ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire d'alterner plusieurs stratégies. Finalement, c'est une ville qui est assez bien pour ça. Ah non, mais c'est une ville incroyable. Mm. Il y a une, d'ailleurs, c'est dans les extrêmes, hein. Tu as des villas qui sont absolument incroyables, Mm. des rooftops, des vues mer, des Mm. choses qui sont Mm. fantastiques. Donc là, tu peux effectivement, en plus de ça, développer des stratégies d'exploitation pour ces biens-là. Mais tu peux aussi faire du logement atypique. Tu vois, là, j'ai vu passer la dernière fois un appartement à vendre sur l'île du Frioul, qui est les petites îles en face de Mhm. Marseille. Mhm. Donc voilà, si tu veux créer une expérience aussi, les gens vont vivre sur une petite île un petit peu en mode Robinson Crusoe, etc. Tu as comme ça des possibilités de faire de la location à thème, de la location atypique. Mhm. Tu vois, si tu as un bateau également, tu peux. Autre question que je voulais te demander, donc, est-ce que la location type colocation, un peu les nouveaux modes de location qui sont un peu, on va chercher un peu plus de renta, type colocation, co-living, est-ce que c'est quelque chose qui se fait à Marseille? Tu le vois se faire, toi? Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ça s'est beaucoup fait. Ça a Ouais. été également pour moi, un des côtés un peu néfastes de l'arrivée massive des sociétés de clés en main à Oui. Marseille. C'est-à-dire que pour chasser la rentabilité à tout prix, des fois on supprimait un espace de vie pour faire une chambre supplémentaire, Mhm. pour aller chercher de la rentabilité théorique Mhm. supérieure. Mais en fait, la rentabilité réelle, quand tu fais ça, tu as un peu plus de turnover, C'est plus compliqué à c'est gérer, plus c'est sûr. compliqué à gérer. Mhm. Et en fait, il y avait peu de colocations à Marseille, tout équipé, clé en main, etc. Et en l'espace de 5 ans, aujourd'hui, le marché il est un petit peu saturé. C'est-à-dire que si tu rates un peu le moment clé de la rentrée de septembre, entre août et fin octobre, tu as un peu plus de mal À louer. à louer. Donc, Même sur une chambre en colocation. ouais, ouais, ouais. Ouais. Il reste quelquefois Mhm. des chambres vacantes comme ça, Mhm. parce que
soit tu loues l'appartement en entier à des amis, soit si tu es à location à la chambre, quelquefois tu as, un petit peu de vacances. Mais oui, oui, la colocation, ça a fonctionné. Et là, ce qui fonctionne le plus et ce qui est recherché, c'est également des colocations dans des grands espaces où il y a des chambres un peu plus grandes ou des salles de bain intégrées dans les chambres. Des espaces partagés Voilà, de détente, etc. C'est ça. Ça se fait beaucoup à Bordeaux, c'est pour ça que je te pose la question. C'est quelque chose qui. Parce que Bordeaux, c'est cher, D'accord. comme Marseille maintenant, au final. Et il faut trouver des nouveaux moyens d'investir sur de la location longue durée, même si c'est le reste de la location longue durée. Et voilà, les co-living, c'est quand même sympa. Ouais. Et ça réduit aussi le coût et ça augmente l'offre aussi, parce qu'il y a un problème. À Bordeaux, c'est très compliqué de trouver une location. D'accord. Et donc voilà quoi. Et est-ce qu'à Bordeaux, est-ce que tu as vu une évolution par rapport également au local commercial, des changements d'usage, parce que aussi avec la crise, etc., il y a un certain nombre d'activités qui périclitent. Est-ce que tu vois que des locaux commerciaux commencent à se transformer en habitation parce qu'il y a une pénurie clairement de c'est récent en fait, les nouvelles réglementations, mais oui, on le voit, ouais. On le voit. On le voit comme à Paris, comme à Marseille, je sais pas, mais peut-être pas encore. Nous, ce qu'on essaye de faire également, tu vois, pareil, toujours pour anticiper et essayer de construire en fait ton investissement sur une durée longue, sur des stratégies qui sont vraiment orientées courte durée. J'essaye de trouver des appartements, par exemple, un cabinet d'un ancien médecin où tu as le double usage. Parce que là, il n'y a plus le problème de la compensation. Exactement. Et donc, du coup, tu es en légalité pour faire du Airbnb, de la courte durée. Oui, ça, je pense que toutes les grandes villes. Alors, ce qu'on voit arriver, c'est que dans le projet de loi de cette année, qui n'est pas encore voté, mais qui n'est pas loin d'être voté, il y a donné la possibilité des maires de chaque ville de pouvoir réglementer et restreindre les changements de destination de locaux commerciaux en hébergement hôtelier et touristique. Donc, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais il faut quand même garder à l'esprit que tout ce qu'on fait en location courte durée, faut garder à l'esprit que ça peut ne pas durer. C'est ça, ça peut être fragile. Une fois qu'on a intégré ça et qu'on l'a prévu, bon voilà, il ne faut pas partir sur je vais faire 20 ans du courte durée à plein pot. Non. Voilà. Et puis moi je pense, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je pense qu'après les JO, il va y avoir un tour de vis législatif sur la partie… Et puis on a vu, je ne sais pas si tu as vu ce qui s'est passé à New York. Du jour au lendemain, ils ont interdit les locations inférieures à 30 jours. Donc là, c'est fini, quoi. Donc là, c'est fini. Ça peut être brutal si tout ton business, effectivement, est basé sur… ça pourrait arriver chez nous. C'est un peu précurseur à New York. Donc oui, c'est vrai. Donc je pense que là, c'est toujours le même conseil, moi, que je donne aux gens en fait, qui veulent investir. C'est faites quand même la simulation en meublé, voire nu, longue durée. Et regardez que dans ce cas-là, ça ne se plante pas complètement la gueule, parce que sinon… Exactement. Exactement. En fait, c'est un petit peu de… À Marseille, c'est cool pour ça. Donc du coup, voilà. Oui, mais c'est de la pédagogie sur l'investisseur, parce que c'est difficile de lui dire on va partir et on va faire cette stratégie-là, mais attention, si ça se pète la gueule, tu vas te retrouver à… C'est une question de risque. Voilà. C'est ça. Donc, mais au moins… On est clair, on vend pas, entre guillemets, on vend pas de rêve. Moi, je lui dis voilà, j'essaie d'être le plus rationnel, le plus réaliste possible dans mes projections. Lorsque le client reçoit une opportunité d'investissement ou quand un investisseur, moi j'ai aussi développé une petite newsletter où tu peux rentrer ton mail et recevoir en avant-première des projets d'investissement clés en main. Et là, donc, tu as une fiche, un rapport d'investisseur où je te mets à disposition toutes les informations sur le bien, sur l'environnement de l'appartement et je te détaille également la modélisation financière du projet avec tous les coûts et la stratégie d'exploitation la plus optimale pour l'appartement. D'ailleurs, tu peux aussi la poster donc chez nous, du coup, tu la rendras disponible sur Orizio. Dans la vitrine. Avec les stratégies, avec tout le détail des travaux, etc. Donc ça, si les gens sont intéressés, ils pourront te contacter directement. Tu parlais de… Du coup, je rebondis sur le fait que tu prépares un peu des projets. Comment toi, tu fais
dans ton métier et pour toi quand tu veux investir. Comment tu fais pour préparer les projets? Comment tu fais pour les trouver? Tu disais tout à l'heure, je prenais mon scooter. Comment concrètement, qu'est-ce que tu fais pour trouver les super offres? Alors, Qu'est-ce qui marche le mieux? à Marseille, j'ai troqué mon scooter parisien pour une trottinette à Marseille. Ouais. Mais alors, comment je fais? C'est déjà un cahier des charges bien défini avec le client, savoir quelle est une mini-étude patrimoniale pour savoir qu'est-ce qu'il veut, où est-ce qu'il veut aller, etc. Ensuite, une fois qu'on a défini ça, on définit les secteurs, le budget, les horizons, les rentabilités. Et après, moi, c'est assez simple. Je contacte mon réseau d'apporteurs d'affaires, de partenaires, d'agences, etc. Je leur dis, voilà, j'ai une nouvelle recherche qui est rentrée. Si vous avez quelque chose qui correspond, pensez à moi en priorité. Okay. Et ensuite, j'ai une mini-routine de sourcing où tous les matins, je fais un petit peu de sourcing sur le Bon Coin. Et là, je suis en train de développer avec un copain du coworking aussi il y a maintenant des petits scrappings qui te permettent d'avoir tous les matins un petit résumé de toutes les annonces qui viennent d'être postées par rapport à ta D'ailleurs, tu peux aussi utiliser notre moteur de recherche qui récupère toutes les annonces. Exactement. Et qui permet de prospecter. C'est gratuit en plus. Ouais, j'ai vu, je suis en train de le tester. Ça, c'est ouvert à tous, particuliers, pros, ce qu'on veut, quoi. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, des portails comme le tien. Il y en a d'autres. Hein, il y en a d'autres, différents outils. De toute façon, tu as Moteur IMO qui fonctionne très bien, Castorus qui te permet de voir un petit peu les baisses de prix, etc. On peut en citer d'autres, Jinka, il y en a beaucoup des moteurs. Exactement. Donc Jinka pour avoir ça me fait les alertes en temps réel. Et après, l'objectif, c'est d'être réactif, d'être sur le terrain, d'aller visiter assez rapidement, parce que, comme je te l'ai dit, les petites surfaces, malgré tout, ça part vite. Les prix ont du mal à baisser sur vraiment le studio T2, T3. Dans un bon quartier, etc., les prix ont vraiment du mal à baisser. Je suis encore étonné des prix auxquels ça part. C'est un peu partout, ça baisse un peu, mais c'est très très timide, surtout dans les grandes villes. Enfin, par Paris, si Bordeaux-Lyon, ça a un peu baissé, mais c'est pas la grande baisse. À Marseille, ça baisse pas du tout en fait, en ce moment. Non. Ouais. Ça a vraiment du mal à baisser. Là, sur les derniers chiffres, meilleurs agents se loger. Il y a même jusqu'à la fin d'année 2023, Marseille était encore en prise de valeur, en hausse. Alors, parce qu'ils partaient d'un peu plus loin aussi. On est sur des prises résiduelles de 1 ou 2%, mais il y a quand même les prix. C'est quand même, Voilà. Donc, ok. Et donc, du coup, comment je fais pour derrière optimiser le sourcing? C'est aussi beaucoup de réseaux, c'est-à-dire que tu vas visiter un appartement. Et puis, de fil en aiguille, tu peux te retrouver. C'est ce que je dis. Alors là, je te pose la question, parce que toi, en tant que pro, mais au final, un particulier qui veut le faire par lui-même, parce qu'il il y a beaucoup de gens qui cherchent par eux-mêmes, il fera la même chose. C'est-à-dire qu'il va devoir appeler un agent immobilier. Exactement. Et lui, je dis toujours ça, mais c'est jamais le premier bien que tu as vu, le premier le professionnel que tu as eu en contact. C'est jamais le premier bien que tu vas acheter. Non. Mais c'est surtout après, une fois qu'il a compris ton besoin et qu'il a la confiance, qu'il a vu que tu étais réactif, qu'ensuite il va te proposer le bien une fois qu'il sort. Et ça, il faut que les gens ils ne l'oublient pas. Quand tu vas sur une annonce Le Bon Coin, c'est pas cette annonce que tu vas acheter. C'est ça. Tu rencontres un professionnel qui, lui, peut-être demain, va te sortir la bonne affaire, quoi. Exactement. Et puis, nous, on a des petits modules de formation pour les investisseurs débutants. Et vraiment, c'est ce qu'on leur conseille de faire en termes de méthodologie. C'est-à-dire, prenez l'agent comme un partenaire. Soyez professionnel et créez-vous cette. Et puis c'est une récurrence, donc le particulier il va devoir. Il faut être actif, il faut répondre, il faut aller visiter rapidement parce que sinon le professionnel, que ce soit un agent immobilier, un chasseur, peu importe, il va pas penser à la personne en premier. Voilà, c'est simple. Hein. Après c'est naturel. Hein. C'est ça. C'est marrant parce qu'il y a aussi un changement dans l'écosystème, dans le marché. On a vu que le rapport de force avait changé un petit peu. C'est-à-dire que quand on a démarré sur du clé en main à Marseille, c'était on ne connaît pas les agences, c'est quoi, il n'y a pas de souci. Donc un peu d'interrogation. Ensuite, avec tous les acteurs qui sont arrivés, il y a même des agences qui nous disaient vous êtes sur du clé en main, on ne vous fait pas visiter. Donc parce qu'il y avait eu
énormément de visites où les gens n'avaient pas donné suite. Donc ils n'étaient pas crédibles. Voilà, des compromis qui ont pété, etc. Surtout en ce moment avec le problème des crédits et des taux qui ont augmenté. Alors maintenant, c'est un peu moins le cas, mais pendant 1 an ou 2, là, c'est ça. c'était compliqué. Et là, ce qui est marrant, c'est que du coup, l'offre, enfin, le nombre d'investisseurs s'est raréfié, le volume de transactions a fortement chuté. Et là, on voit des agences qui nous rappellent en disant vous faites toujours du clé en main. Oui, parce que maintenant, ils ont besoin de plus d'acheteurs. Exactement. Et d'acheteurs solvables aussi. C'est ça. Et donc du coup, c'était marrant de voir cette évolution du rapport de force. Ça, c'est partout, je pense, d'ailleurs. Ok, très intéressant. Et du coup, quelle erreur il faut éviter? Est-ce que toi, tu as fait des erreurs? Est-ce que tes clients ont fait des erreurs ou ont voulu faire des erreurs? Est-ce que tu as vu des gens faire des erreurs? Peu importe. Qu'est-ce qu'il faut éviter, et notamment à Marseille? On va dire que de par l'actualité, de par ce qui s'est passé rue d'Aubagne, etc., c'est pour moi le gros point de vigilance à avoir à Marseille, c'est l'état des copropriétés, l'état des immeubles, la partie structurelle du bâtiment. Il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de bâtiments en mauvais état. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après la rue d'Aubagne, il y a eu également un changement de mairie et ils ont distribué, je crois que ça a été assez fulgurant, en l'espace de 6 mois, il y a eu 2500 arrêtés de péril sur la ville pour vraiment sécuriser tous les bâtiments. Rassurer tout le monde. Combiné à ça, pas mal de projets de développement neuf sur le secteur Joliette dans le cadre du projet Euroméditerranée. Ça a quand même mis un certain nombre d'immeubles en péril ou en mise en sécurité. Donc moi, faire gaffe, le premier conseil, ou la pire erreur à faire, ça serait de baser un investissement sur lequel il y a un problème de structure, tu as une mise en péril ou une mise en sécurité, parce que là, ça serait compliqué derrière de… Donc ça se vérifie au niveau de la mairie, de l'urbanisme? Ouais, c'est actualisé tous les… Tu peux aller voir sur Internet. Et sur tout ce qui s'est passé dans la copropriété. Exactement. Et tu as tout l'historique, tu sais exactement quand la mise en péril a été faite, quand la main levée a été faite, les échanges qu'il y a eu avec l'urbanisme, etc. Donc ça, pour moi, c'est vraiment ça, avoir un environnement et une copropriété qui soit saine, avec une bonne gestion de syndic, et bien vérifier qu'il n'y ait pas d'impayés, etc., ce qui viendrait mettre en difficulté la… C'était une de mes questions, c'est donc est-ce qu'on a un plus fort… comment ça se passe au niveau des impayés à Marseille? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de risques d'impayés, enfin, en tout cas, peut-être que toi tu le vois? Non. Après, comme partout ailleurs, quoi, finalement. Oui, moi, il n'y a pas de… Pour moi, ce n'est pas un sujet de… Il n'y a pas de sujet spécial à Marseille là-dessus. Non, il n'y a pas de sujet spécialement. C'est ce que je me disais aussi. Mais… Je préfère te demander, parce que tu as été dedans. Non, mais après, moi, j'ai envie de te dire, tu as les locataires que tu mérites. C'est-à-dire que sur des appartements qui sont mis en location par moment dans des états mais déplorables, moi, des fois, je visite des appartements. L'appartement, il est loué. Je me dis, mais comment tu peux louer ça à quelqu'un? C'est vrai que la base, c'est… comment dire, tu vas respecter si on te respecte aussi. Et c'est la base quand même dans la relation humaine. Et c'est qu'une relation humaine avec un locataire. Exactement. Les gens oublient ça, surtout les débutants en investissement locatif ou en location. On n'est plus à l'époque du marchand de sommeil, c'est fini. Ça alors c'est fini, mais à Marseille, il y en a encore beaucoup. Voilà. Il y en a encore beaucoup. Il y en a encore, et là, mais il ne faut plus faire… oui, c'est dramatique. Ça, et surtout qu'il y a quand même une pauvreté, c'est une ville portuaire. Ils en profitent sur les APL, etc. Exactement. Nous, avec Terramata, on apporte des appartements qui sont vraiment ultra bien designés, entièrement refait la plupart du temps, avec une belle déco. Donc derrière, tu apportes de la valeur, tu loues sur des loyers qui sont élevés, donc tu as des garanties, de la solvabilité, etc. Mais effectivement, il peut y avoir des impayés sur des marchands de sommeil ou des gens qui louent dans des états où les appartements sont vraiment dégradés. Et donc tu citais Terramata, donc ça c'est ton agence actuelle, donc c'est aujourd'hui ton activité, c'est Terramata. C'est ça. Et donc, est-ce que tu peux expliquer rapidement, bon après tu l'as un peu dit, mais ce que vous faites Oui, j'ai décidé de me lancer. Ça fait maintenant 10 ans que je suis dans l'investissement immobilier clé en main, donc je me suis dit, allez, ça faisait longtemps que j'y pensais. Donc je me suis dit, c'est le moment de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et donc j'ai créé
Terramata pour accompagner des particuliers dans leur projet d'investissement Et donc, clé en main t'es pas qu'à Marseille. C'est pas que- moi, je vis à Aix-en-Provence et je travaille à Marseille. Donc, en fait, j'ai cette double Entre les casquette deux. où j'ai la possibilité de faire des projets sur les deux villes. Et alors, on n'a pas parlé de Aix-en-Provence, mais c'est complètement différent, non? Oui, Aix-en-Provence, c'est un peu le bourgeois. 21e arrondissement de Paris. C'est ça, tu as Mm. énormément t'as une grosse population parisienne qui a migré de manière régulière sur les 30 dernières années. Et on est sur un prix au mètre carré, on est sur une ville bourgeoise, un petit peu sur les mêmes prix que Bordeaux. L'hypercentre, on est jusqu'à. Il y a des biens qui peuvent monter à 6, 7, 8 000 euros le mètre. Donc, on est sur du patrimonial, là, à Très Aix-en-Provence, patrimonial. quasiment Ouais. que patrimonial, quoi. Très patrimonial. Mm. Mais Il y a- ça peut fonctionner pour une stratégie courte durée, par exemple. Parce que là, tu n'as Ouais. pas de restriction, par exemple, sur Aix-en-Provence. Ça marche Aix-en-Provence, courte durée, parce qu'on est un peu loin quand même de la mer, non? On est un peu loin, mais bon, tu as le centre historique qui est très Oui, recherché. c'est vrai. Les alentours, Et tout ce qui est tout ce qui est Exactement. Provence, il y a plein de trucs sympas à il y a visiter. plein Ouais. de trucs Les sympas à faire. Beaux-en-Provence, c'est pas très loin. Non, c'est pas très loin. Tu as, Ouais. également le Mm. Sainte-Marie-de-la-Mer C'est vrai. avec toute cette partie-là qui est Par vraiment. contre, en location longue durée, type étudiant, Aix-en-Provence, je sais pas, c'est pas forcément la bonne. Ah si, parce que c'est une énorme Ah ouais, ville comme- étudiante. Ouais, Ouais. je connais pas, hein, c'est pour ça que je Regarde, pour te situer, Marseille, tu as à peu près 8, donc deuxième population française. Tu as 800 000 habitants à Marseille. Tu as à peu près 80 000 étudiants. À Aix-en-Provence, tu as à peu près 150 000 habitants. Tu as 45 000 étudiants. Ah oui, on est à beaucoup, 30%, quoi. Voilà. Mm. Donc du coup, non, tu as énormément d'étudiants. Donc Tu as ça une peut vie être sympa. étudiante Hein. Ok. qui est, C'est juste que ça va coûter parce que le prix est cher, voilà. Mais on peut faire de voilà. la location meublée longue Exactement. durée sans problème. Après, il y a eu beaucoup de programmes neufs autour d'Aix-en-Provence, puisque Mhm. tu as le centre historique et puis tu as tout la périphérie avec un quartier des facs, etc. Mhm. Mais non, Aix-en-Provence, pour un étudiant, typiquement en termes d'usage, c'est parfait. Une ville très étudiante, donc bail mobilité de 9 mois pour un étudiant, et puis après un petit peu de courte durée pour optimiser le Oui. rendement, pour avoir quelque chose, un investissement patrimonial qui soit relativement équilibré en termes de modélisation financière. Ok. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui est possible de faire. Ok. Mais il faudra Top. mettre un petit peu d'apport parce Oui. que maintenant, Ouais. avec les conditions financières. Alors, j'ai vu que ça avait baissé là très récemment, mais oui, il faut quand même. Aujourd'hui, même 10%, ça suffit plus aujourd'hui. C'est ça, je pense qu'il faut prévoir à peu près 20%, Ouais. surtout si on fait. Voilà, c'est plutôt pour ceux qui ont déjà un peu de cash à mettre. Alors, le jeune qui débute dans l'investissement Aix-en-Provence, c'est peut-être pas là qu'il faut aller viser, quoi. Oui, c'est sûr que, encore une fois, ça dépend de ton profil, de ta stratégie, de ce que tu veux faire. Après, c'est vrai que si on parle plutôt à des profils investisseurs qui vont aller chercher de la renta, c'est une ville où il faut l'optimiser. Et là, je pense que la courte durée, c'est quand même là où tu peux aller chercher un peu plus le meilleur booster de renta sur ces projets-là. Ok. Alors après, sur un cadre plus personnel, on a vu que tu étais moniteur de ski, c'est ça? C'est ça. Donc tu allies ton activité d'accompagnement de clients investisseurs et de moniteur de ski. Comment tu fais pour… Moniteur de ski, en gros, aujourd'hui, c'est une activité de 4 semaines par an. Donc c'est conciliable de faire les deux. Mais non, moi j'ai grandi dans l'environnement ski. Donc j'ai mis du temps à avoir mon diplôme de moniteur de ski, mais je m'y suis accroché. Parce que entre les voyages à l'étranger, les études supérieures, c'était difficile de combiner les deux et d'aller s'entraîner, etc. Mais j'ai réussi à être moniteur de ski et du coup maintenant, ça me permet d'enseigner un petit peu l'hiver, de faire skier les enfants. Donc non, c'est chouette. Top. Écoute, et j'ai peut-être une dernière question. Ça a été quoi ton plus grand plongeon dans la vie, ta plus grande prise de risque? C'est la question que je pose souvent dans ce podcast. Ça peut être professionnel, ça peut être autre. Quel a été ton plus grand saut? Mon plus grand saut, c'est une bonne question. Le plus grand saut, je dirais Terramata. Ouais, la création. La création d'une boîte, se lancer dans une aventure entrepreneuriale. En plus, j'avais 2 enfants en bas âge. Donc, c'est sûr que c'est une aventure. Ça fait beaucoup de… Les journées sont bien remplies, mais ouais, c'est une superbe aventure en tout cas. Et il y a plein de choses à faire.
Et moi, je suis persuadé que le modèle d'avoir quelqu'un qui va te suivre du début jusqu'à la fin de ton projet, je crois vraiment en ce modèle-là. L'objectif, c'est d'avoir 10-15 clients fidèles avec qui tu construis une stratégie patrimoniale, tu fais des projets. Et c'est vrai que cette approche-là, ça me plaît, tout en créant de la valeur, se spécialisant dans la partie rénovation et optimisation. Donc ça, c'est chouette aussi parce qu'on participe à créer de la valeur, à, mine de rien, à notre petite échelle, de participer également à la rénovation énergétique du parc immobilier à Marseille. Donc non, tout ça, c'est chouette. Et je ne sais pas où ça va me mener, ce plongeon. Bah, écoute, c'est tout à ton honneur. En fait, ce qu'on constate, nous, c'est qu'évidemment qu'il y a des clients pour le type de service que tu proposes. Nous, ce qu'on fait chez Orizio, et c'est aussi le but de ces épisodes, c'est de montrer la diversité de professionnels et de stratégies et de façons d'investir. Et ce qu'on va faire, c'est que sur Orizio, les gens vont pouvoir te contacter, que ce soit par des projets que tu proposes ou directement. Et donc, ils pourront profiter de tes services pour ceux qui veulent investir dans la zone de Marseille et Aix-en-Provence, qui veulent se faire accompagner, qui ont besoin d'accompagnement sur tout ce que tu viens de décrire pour mettre en place les stratégies, etc. Donc là-dessus, on te rejoint complètement, quoi. Voilà. Ouais, et puis je pense que c'est chouette parce que c'est vrai que localement, je pense qu'il faut aujourd'hui être expert de son marché. On a vu que des sociétés de clés en main de manière nationale, c'est très compliqué de pérenniser une activité comme ça parce que on le voit avec l'activité récente. Mastéos qui est en redressement judiciaire, il y a eu beaucoup de boîtes qui ont des difficultés aujourd'hui. Et je pense que ça va être compliqué pour eux 2024. Mais ce qui est chouette, en mettant en lumière comme ça des acteurs locaux plus petite taille, c'est que il y a des diversités dans les approches d'investissement. Il y a encore des investissements à faire. Il y a encore des investissements. Exactement. Il y aura toujours de l'investissement à faire. L'idée pour moi, c'est vraiment s'adapter, quoi. Exactement, s'adapter à son marché et créer de la valeur parce que c'est ce qui permet de te différencier, c'est ce qui permet de proposer des choses qui marchent. Donc non, merci de mettre ça en valeur et puis hâte de voir les prochains invités. Merci à toi, Florian. Merci et j'espère à très bientôt. Merci Bassel.